Voilà, ce soir, vous êtes en... Cette réunion se fait autour d'Habitat Humanisme, mais naturellement, la question, c'est pas d'entendre une histoire, c'est plutôt de s'interroger les uns les autres, de se dire finalement qu'est-ce que nous pouvons ensemble faire pour ou défaire ces liens de servitude que vivent trop de nos frères en difficulté pour trouver un certain nombre de réponses. Et Habitat Humanisme, on ne va pas faire les malins parce qu'en fait, on voit bien que la situation elle est de plus en plus difficile, qu'elle nous résiste. C'est important d'ailleurs, et donc face à ce qui nous résiste, et je crois qu'il faut rentrer davantage dans une situation de résistance sans jouer sur des mots pour finalement ne pas tomber dans un pessimisme ou le défaitisme qui est le cancer de l'âme. Alors, Mme Jamin, votre propos était exact. Simplement, je n'ai jamais été en fait agent immobilier. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en fait, c'est vrai que la presse me parle de moi d'un agent immobilier. Non, j'ai fait de la promotion du syndic de copropriété et de la promotion immobilière. Bon. Mais bon, pourquoi pas, de toute façon, ça reste dans le monde de l'immobilier. Alors, quelqu'un d'entre vous a dit, allez, on va se mettre en mouvement, et je trouve que le mot est tout à fait juste. On va essayer de faire mouvement pour trouver un certain nombre de propositions et de propositions concrètes. Donc je vais essayer moi-même d'être pas trop long, et Marie-Jamin m'a dit soyez un peu court pour qu'en fait il y ait aussi le temps des échanges, et c'est bien ce temps des échanges qui sera le temps le plus intéressant. Alors on va quand même rappeler un peu l'histoire d'Habitat Humanisme, où on en est et quelles sont les difficultés qu'on rencontre, et de voir aussi comment nous pouvons traverser ces difficultés et donc en fait finalement un peu imaginer l'avenir. Je dirais simplement d'emblée, donc vous l'avez rappelé, donc je suis prêtre du diocèse de Lyon, ça fait exactement 30 ans que je suis prêtre. Votre vicaire général, je l'ai connu quand on était, en fait, il est plus jeune que moi, quand on était sur les bancs de la faculté de théologie. Et donc, je suis pas une vocation tardive. On dit toujours que je suis en retard, mais en fait, voilà, j'ai répondu tardivement, ce qui est différent. Mais répondant tardivement, ça a permis aussi en fait la création en fait de cette association, et dont le véritable fondateur finalement c'est pas moi. Je trouve que ça serait d'ailleurs usurper un peu des choses. Le véritable fondateur ce fut notre évêque, l'évêque de Lyon, le cardinal de Courtrai, qui avait un peu saisi en fait combien, en fait, pour l'Église, c'était aussi important pour les chrétiens d'être engagés, que l'Évangile soit acquitté. Hein, je trouve que aussi c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et qu'il y avait cette ouverture absolument incroyable, parce que je lui dis, mais on va peut-être pas créer Habitat Humanisme comme étant une structure indépendante. On va essayer peut-être de trouver au sein de l'Église d'autres associations qui sont déjà engagées, et puis on va s'agréger par rapport à ces autres associations. Et alors il m'a dit bien pourquoi pas, mais en fait l'idée que ça, c'est là que l'intuition était sans doute un peu en avance, c'était de dire en fait on va essayer de faire de l'économie, de la bonne économie si c'est possible. Et finalement ça veut dire quoi de faire de l'économie, de la bonne économie? C'est naturellement de travailler sur de la solidarité. Et beaucoup m'ont dit mais tout ça c'est de l'utopie, ça c'est pas possible. Alors, à un moment, le cardinal en a eu un petit peu assez. On dit, ah, mais écoutez, il faut bouger, etc. Et il m'a dit, allez, vous démarrez votre association et vous vous occupez pas de savoir, en fait, si vous êtes suivi ou pas suivi. Allez, vous prenez un chemin et puis on verra bien ensuite. Donc, l'intuition d'Habitat Humanisme repose sur comment, en fait, réduire la fracture sociale, la déchirure sociale. Et à la fois le logement est à la fois le syndrome de ces déchirures et aussi le vecteur, en fait, aussi la cause
de cette déchirure sociale. On voit bien comment les villes se construisent. Alors c'est vrai qu'en 30 ans, il y a eu des évolutions, et j'ai dit que mon propos ne serait pas un propos défaitiste. À la fois, je crois qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont et pas forcément telles que nous voudrions qu'elles soient. Donc en fait, d'être un peu cohérent au regard en fait de l'analyse des situations, d'être vrai, mais pas sombrer non plus dans un pessimisme, et pas davantage non plus sur aussi un optimisme. Ça doit être un optimisme de conviction et d'engagement. Vous savez, c'était quand je citerai tout à l'heure Jean Boissonnat, quand cet économiste, cet homme engagé dans sa foi, et qui a essayé de faire en sorte que l'économie, pour reprendre le titre d'un ouvrage, mais c'est pas le sien, mais en fait, en tout cas d'une édition, l'économie pour les nuls, quoi. Voilà. Et je crois que c'est important, en fait, qu'on essaye un peu de comprendre l'économie. Et alors, pour sa célébration de funérailles, il y a quelqu'un qui a dit, voilà, Jean Boissonnat, c'était quelqu'un qui n'avait pas besoin d'être pessimiste pour être intelligent. C'est vrai qu'en fait, voilà, on va sortir en fait de ce pessimisme, et vous verrez qu'il y a quelques raisons en fait aussi de voir le travail que vous faites les uns les autres, hein, bien évidemment. Habitat Humaniste, c'est une goutte d'eau, c'est aussi un laboratoire. Ce n'est qu'un laboratoire, et un laboratoire, c'est là pour en fait être des chercheurs. Et on cherche, on essaye de balbutier en fait un certain nombre de propositions. Par exemple, on a beaucoup parlé en fait du vivre ensemble. Aujourd'hui, en fait, le mot d'ailleurs est un peu usé. Le vivre ensemble, si c'est simplement juxtaposer des personnes, on ne peut pas dire que ce soit du vivre ensemble. Par contre, si on arrive à faire ensemble, alors naturellement, il y a la possibilité d'un vivre ensemble. Et donc, vous sentez bien qu'il y a une forme d'anthropologie ici, dans la perspective d'Habitat Humanisme. Évidemment, quelle société nous voulons et comment nous allons faire tomber un certain nombre de frontières. Donc, l'intuition, c'est réduire les fractures sociales, et en travaillant sur la question du logement. Chacun sait que, finalement, la grande ville, notamment les grandes villes, eh bien, il y a les quartiers riches, les quartiers des classes moyennes, il y a les quartiers qui sont des quartiers pour des personnes moins aisées, et puis il y a même ce qu'on appelle des quartiers de non-droit. En fait, on a pu parler en fait de ghettoisation, et même l'expression a été, je ne vais pas ici aborder des problèmes politiques, bien évidemment, dans le respect de chacun, mais en fait, ça a quand même été un ministre, le Premier ministre, qui a parlé en fait en disant il y a aussi des situations d'apartheid. C'est vrai qu'il y a des situations d'apartheid. Il ne s'agit pas simplement, elles n'existent pas simplement en Afrique du Sud, elles existent aussi chez nous. Donc en fait, il y a des situations qui sont tellement inacceptables, déshumanisantes, qu'il nous faut avoir l'audace, l'audace de dire non à ce qui est inacceptable sur le plan humain. Alors, cette intuition d'une économie, d'une nouvelle économie, finalement, où est-ce que nous en sommes? Au départ, ça a été un peu difficile, parce qu'en fait, on m'a dit, mais vous ne pouvez pas faire aujourd'hui de l'économie, créer une société financière en travaillant avec des populations extrêmement fragilisées, parce qu'en fait, ça pourra marcher pour quelques opérations, etc., et avec des amis, mais en fait, ça ne pourra pas, en fait, être une structure qui puisse, en fait, se développer. Et pourquoi donc? Eh bien, parce que, m'a-t-on dit, en fait, vous êtes dans une approche de la fragilité.
Et c'est vrai qu'Habitat Humanisme est fragile. D'abord, Habitat Humanisme n'a pas d'argent qui lui appartient. L'argent, c'est celui des actionnaires, c'est pas celui, en fait, de l'association. On a très peu de dons, et donc c'est des personnes qui investissent en termes de solidarité, qui n'attendent pas d'abord un dividende, ou s'il y a un dividende, ils attendent que ce dividende, finalement, ça soit celui, en fait, d'un progrès, de permettre à des hommes et des femmes et des enfants de pouvoir se reconstruire. Donc l'idée, c'est bâtir pour se reconstruire. Et en fait, quand on regarde en fait ce qui s'est passé sur ces 30 dernières années, puisque donc, Marie a souligné que Habitat Humanisme avait été créé en 1985, on ne parlait pas d'économie solidaire, on ne parlait pas de l'économie sociale et solidaire, on ne parlait pas de la finance solidaire, mais 30 ans plus tard, même depuis maintenant 10 ans, en fait, on parle de cette nouvelle économie qui aujourd'hui représente à peu près une capitalisation d'un peu plus, en fait, de 10 milliards d'euros. Naturellement, c'est pas entre les mains d'Habitat Humanisme, bien évidemment. Enfin, c'est entre les mains d'un certain nombre de grandes structures qui ont développé cette économie sociale et solidaire. Donc c'est pas rien non plus 10 milliards d'euros. Qui aurait pensé qu'à 30 ans, en fait, on arriverait en fait à ce premier résultat. Voilà, il faut essayer aussi de dire que s'il n'y avait pas eu ce qu'on appelle l'épargne salariale solidaire, qui est un des grands actionnaires en fait de cette économie solidaire, naturellement les résultats ne seraient pas aussi probants. Mais bon, on se retrouve donc dans ce pays avec des hommes et des femmes qui se disent face à l'économie traditionnelle. Alors, il y a eu la crise en fait de 2007-2008. Michel Camdessus, qui est l'ancien président du Fonds monétaire international et qui a été gouverneur de la Banque de France, dans un bel ouvrage qui s'appelle « Vers les années 2050 », il dit que la crise financière de 2007-2008 a été la plus grande crise financière en fait de ce siècle, du XXe siècle. Et cette crise financière, elle a quand même beaucoup décrédibilisé en fait les instances financières. Et encore aujourd'hui, il y a encore des difficultés. On s'aperçoit avec toutes ces approches d'une économie qui se met dans des paradis, en fait, etc. Donc on voit bien qu'il y a quand même des problèmes d'éthique qui n'ont pas été respectés. Je pense qu'il faut retenir ici, en fait, l'expression de Lévinas, d'Emmanuel Lévinas, qui dit que l'éthique, c'est une optique, c'est-à-dire une vision. Et quelle vision, finalement, nous avons de nos sociétés? Quelle vision avons-nous de notre société? Et finalement, avec toute la question qui est posée, c'est quelle société nous voulons pour nos enfants? Et chaque fois que finalement on se pose cette question, c'est une question séculaire, millénaire, puisqu'en fait elle est dès les premières pages du livre d'humanité, le livre de la Bible. Qu'as-tu fait de ton frère? Et quand on se pose la question, alors cette question qui interroge l'avenir, qui interroge le futur, c'est-à-dire que ce futur on ne l'abandonne pas, mais ce futur, précisément, on veut lui donner du sens. Et il me semble, et ça c'est aussi une des grandes raisons en fait d'un optimisme, c'est que la question du sens, aujourd'hui, c'est une question qui est assez première. Vous avez des enfants, peut-être même des petits-enfants, et qui vous disent souvent, qui nous disent, mais en fait, moi, ce qui m'importe, c'est pas simplement réussir ma vie, ce que je veux sur un plan, enfin réussir ma vie, mais pas au sens où trop souvent on l'a entendu, mais c'est bien précisément faire réussir une société.
Et quand on voit, alors c'est pas seulement dans les grandes écoles, mais quand même aussi dans les grandes écoles, à HEC par exemple, il y a aujourd'hui une chaire de l'économie sociale et solidaire. Eh bien, cette chaire de l'économie sociale et solidaire, elle est suivie par un très grand nombre, en fait, d'étudiants. On voit aussi, lorsqu'on interroge, en fait, ces étudiants, de dire, mais dans quelle société vous voudriez travailler? Eh bien, en fait, ils ne retiennent pas d'abord, en fait, les sociétés qui ont le plus grand prestige, et que très souvent, finalement, ce sont des sociétés, en tout cas au départ de leur carrière professionnelle, de se dire, mais comment ces entreprises ont le souci, ont cette attention de l'autre. Quand même, je trouve qu'il faut pouvoir garder cela à l'esprit et que c'est extrêmement, extrêmement encourageant. Donc, le défaitisme, à mon avis, ne serait pas intellectuellement honnête, et non plus, ça ne serait pas respecter toute cette jeunesse qui a quand même ce souci de dire, de porter une ambition qui n'est pas simplement une ambition personnelle, mais une ambition pour une société, pour un monde meilleur. À ce titre-là, donc, il y a quelque chose de réussi, et naturellement, je ne viens pas m'apprivoiser au nom d'habitamanisme cette réussite. Si finalement, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire réussir? Je veux dire qu'en fait, et j'ai dit d'emblée qu'en fait, je ne voulais pas faire mon malin, en fait, il n'y avait pas de quoi d'ailleurs en plus, parce que malheureusement, la question du drame du logement demeure. Alors elle demeure, on sait que malheureusement elle est très, très liée à un chômage massif, elle est très liée aussi à une montée en fait des charges foncières. Je sais que sur Montpellier, en fait, sur votre agglomération, il y a une politique sociale, politique qui est mise en place pour arriver à avoir une meilleure maîtrise, en fait, du foncier. Tout ça, je crois aussi que c'est des progrès. Ça n'aurait pas été possible non plus il y a quelques années. Donc, en fait, il faut souligner, là encore, en fait, des avancées. Pour nous, en fait, donc, cette économie sociale, cette économie solidaire, nous a conduit donc, on est parti d'une petite SCI qui s'appelait la SCI 1515, parce que l'immeuble était rue de Marignan. Alors on n'a pas gagné la guerre, hein. Mais en fait, on livre des batailles. Et je trouve que la question précisément en fait du mal logement, en fait, ça doit nous conduire à un combat qui est un combat permanent, et notamment ce combat pour la diversité sociale. Cette diversité, elle fait toujours, elle fait question, elle est parfois remise en cause, oui, par certains, elle est remise en cause. Il y a eu quelques semaines, en fait, une réflexion qui a été... le gouvernement dit d'ailleurs qu'en fait, c'est pas lui qui a suscité cette interrogation, enfin, en tout cas, qu'importe, en fait, en disant est-ce que les critères retenus par rapport à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, donc 25 avec la loi Allure, 30% en fait de logements sociaux, est-ce qu'il faut maintenir cela ou est-ce qu'il ne faut pas réduire en fait ce pourcentage? Moi, je ne suis pas pour une politique des quotas, mais il n'empêche quand même que ces quotas ont quand même ont un sens pédagogique et ont permis de réaliser des opérations. Et sans cette loi SRU, on ne serait pas arrivé en fait à réaliser ce qui a été fait dans les quartiers aisés. Ouvrir l'autre à ceux qui sont en grande difficulté. C'est assez intéressant en fait que cette loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, elle a été remise d'ailleurs plusieurs fois en cause, et que le dernier combat en fait de l'abbé Pierre, il est venu à l'Assemblée nationale, hein, et il est mort 1 an plus tard. Il est venu en petite chaise, hein, sur une chaise roulante, et il a dit voilà, je suis là parce que l'honneur de mon pays me commande d'être là, et que je ne peux pas accepter qu'en fait l'acte de construction, c'est-à-dire construire pour
des hommes et des femmes qui sont en difficulté, ça soit en fait une construction qui conduise à mettre toujours les pauvres avec les pauvres. Parce qu'en fait, après, les quartiers n'en peuvent plus. C'est véritablement un lieu de désespoir, de désespérance. Et quelles que soient nos sensibilités, en fait, spirituelles ou philosophiques, je crois qu'on ne peut pas consentir à des situations qui ne créent que du désespoir. Moi, j'avais été très, très marqué, donc c'était quand même assez au début, en fait, des années d'habitat humanisme. J'étais prêtre dans une paroisse à côté de Lyon, dans une petite commune à côté de Lyon, qui était à la fois une commune d'un côté très privilégiée, avec des hôtels particuliers, et puis de l'autre avec, mais vraiment au bout de la commune, des immeubles, des grands immeubles, des grandes bars. Et il y avait un étudiant, enfin un jeune, qui est venu me trouver au moment de Noël et qui m'a dit voilà, est-ce que tu pourrais pas m'aider en fait à rentrer, en fait, reprendre l'école au 1er janvier. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce trimestre là, depuis la rentrée? Et il m'a répondu, rien. Mais dans mon immeuble, personne ne fait rien. Voilà. Et que depuis des générations, en fait, eh bien, il y a un chômage qui est un chômage qui est extrêmement fort. Et donc, je me suis dit quand même, finalement, ce qu'il me dit, ça doit quand même me conduire aussi à réfléchir. Et j'ai rencontré en fait un proviseur de lycée qui a été extrêmement ouvert et qui m'a dit, eh bien moi je veux bien l'accueillir. Et quelques années plus tard, il me dira, bah, tu m'as aidé. Alors je lui dis, non, j'ai pas... C'est toi qui t'es aidé à partir de ce que tu as fait, cette prise de conscience que tu ne pouvais pas continuer aussi à ne rien faire. Alors il me dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je lui dis, bah, tu as un chemin qui est tout tracé, en fait, aujourd'hui, permettre à des garçons et des filles qui sont en difficulté, en fait, de leur montrer qu'en fait, avec un peu d'énergie, eh bien, il y a une possibilité, en fait, de faire changer les choses. Alors moi je crois beaucoup, je le crois comme croyant, comme chrétien, que l'acte du croire, ça nous conduit à changer et à faire changer. Bah, on n'est pas des donneurs de leçons, hein, pour dire voilà, mesdames, messieurs, changez. Non. Moi, qu'est-ce que dans ma vie j'ai à faire pour changer? Qu'est-ce que j'ai à faire? Et puis à partir de ce changement, naturellement, ça donne de nouvelles orientations. Voilà, donc c'est un peu dans cet esprit qu'Habitat Humanisme a pu être construit. C'est parti en fait, je vais vous raconter cette belle histoire parce que enfin, voilà, c'est aussi donc, quand j'étais promoteur immobilier en fait, mais comme promoteur immobilier, comme j'étais quand même déjà à la Cato à la faculté de théologie, j'étais pas tout à fait un promoteur classique. Et donc j'avais beaucoup travaillé sur la question, enfin j'avais un peu travaillé sur la question de la mixité. Je vais vous dire pourquoi d'ailleurs en fait, je vais dire ça comme ça un peu en confiance, mais quand j'étais adolescent, à l'âge de 15 ans, 14-15 ans, un soir, enfin un matin, en fin de matinée, je rentre à la maison et je vois ma mère sur la table compter des pièces de monnaie. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais quoi? Et elle me dit, je cherche des pièces en nombre suffisant pour acheter le pain. Et là, elle m'avoue la difficulté dans laquelle mes parents se trouvent alors. Et j'ai gardé, en fait, de cette situation une vraie blessure. Mais vous savez, les blessures, c'est aussi des brèches. Et donc, ça donne des ouvertures. Et à partir de là, je me suis dit, mais finalement, ma première réaction, ça a été de dire, eh bien, je vais réussir, en fait, pour les aider, enfin, etc. Quoi. Puis bon, la situation de mes parents s'est améliorée, enfin, etc., peu importe. Mais j'ai gardé cette blessure. Puis j'habitais un quartier qui était un quartier dit un peu bourgeois, mais nous, on n'était pas partie de ce monde-là, et donc on n'était, par exemple, jamais invité au rallye. J'en ai jamais eu d'amertume d'ailleurs, en fait, là c'est curieux, j'ai jamais eu d'amertume, mais j'ai pris conscience très tôt, en fait, des ruptures sociales
et en fait avec des murs qui étaient des murs invisibles, mais qui pour autant existaient bel et bien. Et donc je me suis dit, mais finalement, voilà, il y a sûrement quelque chose à faire. Et donc, quand j'ai construit, enfin mis en place ma société de promotion, donc l'idée c'était pas simplement de gagner de l'argent, c'était précisément de faire tomber ces murs. Et donc, je me suis porté acquéreur d'un vieux bâtiment, qui était d'ailleurs, il y avait un arrêté, sur le coup d'un arrêté de péril, et c'était un immeuble qui était habité par des personnes âgées, et en fait, issues du quart-monde. Et donc, mon travail, ça a été, en fait, reconstruire, mais donc reloger ces personnes. Puis un jour, c'était un vendredi soir, je me rappellerai toute ma vie ça. Il y a des éléments, des actes fondateurs, et les voisins de cet immeuble, de cette personne âgée, me disent, voilà, ben, elle a fait une tentative de suicide. Donc je vais à l'hôpital, et puis je demande au médecin, au bout d'un certain temps, s'il accepte que je rencontre cette personne. Puis au bout de 2 heures, il accepte. Donc, je rentre dans cette chambre et je lui dis, mais madame, vous saviez bien? Ah, me dit-elle. Bien sûr que je savais que vous alliez me reloger. Vous m'avez d'ailleurs fait une proposition. Mais voyez-vous, me dit-elle, il y a une chose que vous n'avez pas voulu savoir. C'est que bien sûr j'habitais un immeuble vétuste. Bien sûr les toilettes étaient en fait sur le palier. Bien sûr que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Seulement, me dit-elle, qu'est-ce qui donne des raisons de vivre? Elle me dit, voilà, moi j'ai perdu mon mari, je n'ai pas eu d'enfant, et j'ai encore quelques amis dans ce quartier. On est peu nombreux parce que comme ce quartier est en pleine transformation, elle me dit transformer, elle le disait avec ses mots, mais en fait naturellement, c'est vous les promoteurs qui changez tout ça. Et puis qui c'est que vous faites venir? En fait que des gens plutôt aisés, parce qu'en fait on est en centre-ville. Et nous on n'a pas notre place. Alors elle me dit, voilà, la vie ne vaut que s'il y a de la relation. Comme c'est juste, comme c'est juste. Et donc je me suis dit, je suis sorti de cette chambre de l'hôpital, et finalement je me suis dit, c'est cette femme qui a raison, profondément raison. Et à partir en fait de cette rencontre, j'ai vendu ma société de promotion, et j'ai monté en fait Habitat Humanisme, bien décidé précisément à créer en fait des logements qui ouvrent sur cette diversité, sur cette différence. Vous savez, quand on dit l'autre, par exemple, si je veux dire bah, c'est un autre, il peut y avoir aussi un dédain, un mépris, une indifférence. Mais je peux dire aussi, en fait, autrement, en fait, il est autre. C'est-à-dire que je lui reconnais une richesse que moi, je n'ai pas. Et donc, il y a un partage possible. Ben, si notre société, précisément, elle n'est pas là pour entrer dans l'uniformité, dans aucun sens, bien évidemment. Mais elle est là pour, en tout cas, lutter contre les inégalités. Et pour lutter contre les inégalités, encore faut-il qu'il y ait la place pour l'autre, précisément pour l'autre. Je ne sais pas si vous avez lu dans les médias, là, donc c'était le 17 octobre avec la journée mondiale du refus de la misère. Et ATD Quart Monde a fait un très bon travail. Il y a peut-être des gens d'ATD Quart Monde ici d'ailleurs en fait aussi, non mais on travaille pas mal avec ATD Quart Monde. Et ATD Quart Monde a dit voilà, il y a quand même un cliché qui se fait sur ceux qu'on appelle les pauvres. Bon, je ne vais pas dire les pauvres, enfin les gens qui sont en situation, à un moment de fragilité, de vulnérabilité, on peut dire aussi en situation de pauvreté. Et en fait, le cliché, c'est de dire, en fait, les pauvres sont toujours ceux qui demandent, en fait, des subventions, des dons, etc. Eh bien, vous allez être tout à fait surpris. Aujourd'hui, par rapport à ceux qui sont considérés comme en situation de très grande vulnérabilité, ils sont tellement, en fait, dans un plafond de verre, hein, sans jeu de mots, hein, qui sont les invisibles.
qu'en fait, ils sont tellement oubliés qu'ils oublient même de demander ce qui leur est dû. Et les aides dont ils ont droit, auxquelles ils auraient droit, vous savez combien ça représente, et qui ne demandent pas, vous savez combien ça représente? 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Alors il faut vite arrêter. Je crois qu'effectivement sur ce cliché, d'arrêter immédiatement. Moi j'ai fait un petit mot là ce week-end. Je vais faire sortir une chronique. Je ne sais pas si ça sera publié, mais en tout cas je vais sortir la chronique et la mettrai sur mon blog pour dire ça suffit quoi. Ça suffit quoi. Je veux dire qu'en fait, ce sont déjà des gens qui vivent des moments, qui vivent des situations tout à fait difficiles dans le présent, et qui d'ailleurs, souvent, les parents, par rapport à leurs enfants, à juste titre, sont extrêmement inquiets, parce qu'en fait, que d'enfants, il y a 2 millions de gosses en France, 2 millions de gosses en France, qui sont dans une situation tellement difficile que leur présent est compromis, est en difficulté, et qu'ils n'ont pas d'avenir. Là, on touche quand même une situation d'injustice, d'inégalité, en fait, qui n'est pas acceptable. Alors, je disais cela parce qu'en fait, c'est important, en fait, aussi, quand on se rapproche de l'autre, eh bien, ça évite aussi de s'en laisser compter par tous ces clichés qui veulent encore, finalement, desservir ceux qui sont déjà aujourd'hui en situation pour le moins délicate. Et donc notre travail d'habitamanisme, c'est précisément de dire, eh bien voilà, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait la place pour l'autre. Alors cette place pour l'autre, naturellement, ça, je vous passe tous les montages financiers, c'est fastidieux, et donc vous n'êtes pas venu là pour suivre des cours sur un montage financier, la question n'est pas là. Simplement, c'est possible, c'est difficile, mais c'est possible. Il y a parmi vous, en fait, aussi Dominique en est aussi, enfin, constamment vous faites des montages, etc., les uns les autres. Voilà. Donc l'idée, c'est comment, à partir de l'acte de construire, on va pouvoir faire place à ceux qui n'ont pas de place. Alors, on est aujourd'hui à côté du terrain des Sœurs, la Villa Savine. Et donc, à partir du mois de décembre, il va y avoir un chantier qui va s'ouvrir. 30 logements. Sur ces 30 logements, il y en a presque la moitié qui sont dans le cadre d'un financement d'un prêt locatif aidé d'insertion, donc un prêt très social. Les autres logements, il y aura des logements qui seront vendus en accession à la propriété et d'autres qui seront vendus en fait ce qu'on appelle du locatif intermédiaire, pour précisément qu'il y ait ce travail de mixité. D'ailleurs, je dois dire qu'en fait cette opération, il n'y a pas eu de la part des riverains en fait d'opposition. Il y a une opposition par rapport en fait à l'EHPAD qu'on doit construire sur le site de Villa Savine, mais pas pour cet immeuble. Et ça, c'est important, les problèmes en fait aussi des recours. Vous savez que pratiquement les permis de construire, surtout quand il s'agit d'opérations sociales, pratiquement en fait il y a un recours pratiquement chaque fois. Nous, on a 2 immeubles, on a un à Villeurbanne, enfin 2 terrains, l'un à Villeurbanne, l'autre à Grenoble. Et il y a 10 ans qu'on est sur les opérations, il y a 10 ans qu'en fait on a des recours. Donc voilà. Alors après, on s'étonne en fait de se dire qu'aussi il y a une crise du logement social. Bon. Alors, naturellement, pour parvenir à cette diversité, la vraie richesse, c'est pas la richesse financière, ou en tout cas la vraie richesse, c'est la richesse humaine. Mais avant d'arriver à ça, donc je voudrais aborder le problème de l'accompagnement, je voudrais dire simplement 2 mots, et puis j'arrêterai sur ce registre-là. C'est que cette nouvelle économie, cette économie solidaire, elle est absolument nécessaire. Elle est absolument nécessaire parce qu'en fait, jamais dans ces pays, enfin, en Europe et en fait dans les pays anglo-saxons, jamais il y a eu autant, en fait, une monnaie aussi abondante. Les flux financiers sont tout à fait considérables et que jamais cet argent n'a été autant thésaurisé. Et que c'est même la première fois qu'en fait on parle d'intérêt négatif.
il y a un banquier dans la salle, mais qui est un banquier qui est ouvert à l'économie sociale et solidaire, et je lui sais gré, en fait, d'être de parmi nous. Il y en a peut-être d'autres aussi, en fait. Donc, je suis sûr qu'il ne me démentira pas, mais je lui laisserai la parole après, naturellement. Donc, quand même, je trouve que on marche sur la tête lorsqu'en fait, on accepte des intérêts négatifs, au lieu de mettre cet argent, en fait, de l'investir, je ne dis pas de le donner, je dis de l'investir sur, en fait, une économie de la solidarité. Et Habitat Humanisme, pour le moment, en fait, on n'a jamais versé des intérêts négatifs. Voilà. Donc je trouve que... Alors, et en plus, il y a une économie de la puissance qui est extrêmement forte, quand on sait qu'aujourd'hui, en fait, les 4 premières capitalisations faites aux États-Unis, ça représente comme capitalisation des budgets qui sont nettement supérieurs à un certain nombre d'États. C'est-à-dire que si on continue comme ça, on va avoir en fait une situation de vraie rupture entre des méga-entreprises et qui vont pouvoir faire la loi aux États. Et donc là, il y a véritablement une inquiétude. Et puisque je parle ici en fait dans un lieu qui appartient au diocèse, j'ose dire qu'en fait, les chrétiens devraient aujourd'hui davantage se sensibiliser sur la question de cette nouvelle économie, de cette économie solidaire. Il y a toutes les raisons, tout est réuni aujourd'hui pour qu'elle se développe. Alors, si ce n'est quand même que la loi de finances 2018, eh bien, dit en fait, est en train de mettre en place un divorce. Le divorce entre la fiscalité et en fait la solidarité. Et alors on me parle en fait de niche fiscale. Quand je trouve ça, moi, ça me met en colère, cette expression en fait de niche fiscale. Faisons attention aux mots parce que les mots peuvent aussi assassiner des situations qui sont pourtant nécessaires si on veut lutter contre la misère. Et que dans les niches, il y a des chiens, mais que cette économie, précisément, elle vient aider des gens qui sont aux abois, hein, et qui n'aboient pas. Hein. Et donc, véritablement, c'est une invitation de se dire, voilà, on a besoin aussi que l'État, que la nation se dise par rapport, en fait, aux particuliers qui n'attendent pas de dividendes, qui investissent aussi pour de la solidarité, qu'il y ait un juste accompagnement. Pour le moment, il risque d'avoir un divorce. Moi, j'ai fait une lettre à l'ensemble des parlementaires. Je vais d'ailleurs vous en donner un peu lecture, parce que ça vous donnera... Voilà. Mesdames, Messieurs les parlementaires, ne boudez pas l'économie qui protège. Un des paris du gouvernement est de réduire pour réussir. D'où des coupes sombres, drastiques dans les budgets. Les aides, pourtant, ne sont pas toutes des charges. D'aucunes, non seulement sont une nécessité, mais aussi une chance de fertiliser le champ de l'économie dans la perspective de ne point laisser pour compte ceux qui ont tout perdu, à commencer par le logement et le travail. Quand la priorité est donnée aux plus fragiles, la société trouve un apaisement que confère l'attention à l'équité et le respect de ceux que la vie blesse. Nous sommes là au cœur de l'économie sociale et solidaire qui, sans faire de bruit, fait du bien, pour être un des vecteurs réduisant la déchirure sociale, ce que j'ai évoqué. Cette nouvelle économie que trop considèrent comme un hôpital de campagne ne fait que panser les blessures, mais les prévient. Elle n'est pas seulement réparatrice, mais transformatrice. Elle évite bien des naufrages. Finansol, qui est l'association en fait qui aujourd'hui essaye de promouvoir cette économie, dans son dernier communiqué de presse, précise combien les entreprises solidaires ont largement démontré leur efficacité au service des territoires pour avoir créé ou consolidé, et je la cite, 49 000 emplois, essentiellement d'insertion, et logé 5 500 familles en 2016. L'impact de cette économie est majeur. Aussi, l'État doit-il accompagner ceux qui investissent au nom d'une solidarité concourant à un pacte social visant la protection des plus vulnérables.
Tout changement est difficile et même insupportable pour les personnes déjà en rupture. Ainsi s'imposent des mesures pour que ces moments chahutés ne les emportent pas dans un plus grand chaos. L'économie sociale et solidaire est une bouée qui ne saurait leur être retirée. Ne témoigne-t-elle pas, sans contestation possible, d'un investissement éloigné de la fébrilité de gagner toujours plus et plus rapidement? Les actionnaires des entreprises solidaires ne recherchent pas ce qui leur est le plus profitable, mais ce qu'il est pour les oubliés de la société. Un tel constat mérite une prise en considération de ce formidable et constant effort qui honore les valeurs de la République. Une telle perspective, qui n'est pas étrangère à la politique du chef de l'État, doit conduire le Parlement à accueillir les amendements présentés, notamment par Finansol, après concertation de tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Les changements recherchés, à partir desquels s'est opérée l'élection d'Emmanuel Macron, exigent du temps, ce que n'offre pas la financiarisation de l'économie, pour se rappeler que la durée de détention des actions des grandes sociétés est de 22 secondes, si on tient compte naturellement des opérations de trading. Alors qu'on ne me parle pas de l'affectio societatis, c'est parmi nous. Les actionnaires de sociétés solidaires conservent leurs titres de longues années, abandonnent leurs dividendes pour les affecter à cette part contributive au recul de la pauvreté. Cet investissement construit un autrement et permet à bien des personnes de se reconstruire. Il offre à la société un espace vital, un souffle, de par des engagements qui ne relèvent pas d'un marché parfois brutal, mais d'un échange, chacun comprenant que là où l'économie est éloge du partage, s'éveille le déjà là d'un avenir réconciliant les antagonismes. Ne point s'affranchir de cette sagesse, c'est veiller à ce que l'économie sociale et solidaire soit accompagnée par la nation dans des conditions très mesurées, 10 millions d'euros, sans commune mesure avec les ouvertures qu'elle autorise. Mesdames, Messieurs les députés et sénateurs, entendez l'émerveillement de ceux qui ont pu ainsi être aidés. Ne leur refusez pas votre soutien. Je vous en remercie. Je voudrais dire aussi un mot de Jean Boissonnat, qui disait qu'à imaginer le bien, eh bien, on y contribue. Et à imaginer une économie du bien, alors, on y participe. C'est bien précisément la chance de cette économie sociale et solidaire. Alors, je voudrais, c'est presque 9 heures déjà, vous m'accordez encore un petit quart d'heure. C'est donc toute la question de l'accompagnement. Naturellement, toute l'action d'Habitat Humaniste n'est possible, pas simplement parce qu'on mobilise en fait cette économie solidaire, mais parce qu'en fait, vous acceptez de vous engager, vous acceptez en fait d'accompagner des personnes. Dans le mot accompagnement, il y a le mot compagnon. C'est faire route ensemble. Et si cet accompagnement est retiré, alors naturellement, les personnes sombrent dans une situation en fait d'isolement et de solitude. Et il y a un lien extrêmement fort entre la perte des ressources, le manque de ressources et en fait la précarité des personnes. Je trouve qu'il y a un travail aussi qui est à faire si on veut une société plus humanisée. Je vais vous dire une belle expérience en fait, pourrait se passer ici d'ailleurs, mais enfin, bon, celle dont j'ai la mémoire, c'est récemment, pour ceux qui connaissent un peu Lyon, en fait, il y a les anciennes prisons de Lyon, Saint-Paul et Saint-Joseph, et sur ces anciennes prisons, donc elles ont été déplacées parce que c'était absolument sordide, et sur ce site qui est bien placé, qui est à côté de la gare de Perrache, donc on reste quand même en proximité du cœur de ville. L'université catholique a déplacé en fait son université pour se mettre dans ce lieu de prison, dans ces murs, qui ont naturellement été complètement rénovés, réhabilités, et puis Habitat Humaniste a participé aussi à cette opération. Alors qu'est-ce qu'Habitat Humaniste est venu faire là-dedans? Vous savez ce mot de Victor Hugo qui dit en fait ouvrez une école et vous fermez une prison. Alors on n'a pas fermé la prison bien sûr, mais en fait sur ce lieu qui était naturellement la prison, la symbolique de l'enfermement, eh bien, on a travaillé ensemble à faire une symbolique de l'ouverture par la culture et de l'ouverture par la solidarité. Et donc l'université et puis le préfet de Lyon,
Jacques Giraud, à l'époque, nous a dit, mais est-ce que Habitat Humanisme n'accepterait pas de participer? Donc, dans un premier temps, on s'est dit, oh, il y a le Crous qui existe par rapport aux étudiants, on voit bien ce qu'on irait faire, en fait, là. Puis finalement, c'est eux qui ont eu raison, en fait, et c'est le recteur de l'université aussi qui nous a aidés, et des médecins, puisqu'il y a l'hôpital Saint-Luc, Saint-Joseph, qui est de l'autre côté de la rive, mais qui est en face, et qui nous ont dit, voilà, aujourd'hui, en fait, les pôles d'urgence, les gens restent quelques heures ou simplement un jour ou 2 jours, et après, pour les plus pauvres, ils se retrouvent sur le trottoir, et pour ceux qui ont aussi une autre précarité qu'est l'isolement, on ne peut pas faire d'hospitalisation à domicile. On ne va pas faire une hospitalisation à domicile, par exemple, pour un cancéreux. Il faut, s'il n'y a pas une personne à côté de lui. Donc, nous avons, sur cette opération, on a réalisé 30 logements qui ont été adaptés, naturellement, pour les problèmes de la perte d'autonomie, où on a demandé, donc on accueille des gens qui sortent de l'hôpital, des pôles d'urgence, et pas simplement d'ailleurs de l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph, mais aussi des hospices civils, enfin d'autres hôpitaux. Et on a demandé aux étudiants, on leur a dit, voilà, on a besoin de vous. C'est important de dire à des jeunes, en fait, on a besoin de vous. Et que si, en fait, vous venez pas, en fait, l'opération, elle n'est pas réalisable. Donc, c'était pas tellement Habitat Humanisme en tant que l'institution qui rendait la chose possible. Non, c'était la jeunesse qui rendait les choses possibles. Et qu'est-ce qu'on leur a demandé? On a demandé à cette jeunesse. Eh bien, on leur a dit, voilà, est-ce que vous acceptez, pas de soigner naturellement, mais d'assurer le prendre soin des personnes? En fait, on a aujourd'hui plus de 100 jeunes qui sont engagés sur cette opération. On n'a eu qu'une famille qui nous a dit, c'est son droit, hein, mon fils fait des études, il n'est pas là pour distraire son temps. Voilà. Bon, c'est la liberté hein, de ce père. Pauvre papa. Mais en fait, bon, et pauvre fils, quoi. Hein. Mais ceci étant, hein, ne condamnons pas l'avenir. Et alors, je pense à ce récit de vie. Il n'y a que les noms que j'ai changés, d'ailleurs, en fait. Martine et Éléonore. Éléonore, c'était une jeune fille d'un milieu plutôt aisé, etc., qui fait des études de biologie. Mais c'est pas la pauvre petite fille riche, quoi. Hein. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a du cœur, etc., il y a de l'engagement. Et puis, on a accueilli une personne qui était à l'hôpital, enfin, qui est sortie du pôle d'urgence. Et avant d'aller à l'hôpital, elle était dans la rue. Elle passait plus de 10 ans dans la rue. Et cette femme, elle dit, en fait, personne ne m'a jamais respecté. Et là, dans ce lieu, j'ai existé pour moi-même. On m'a fait exister pour moi-même. Et Éléonore, elle n'a pas fait des choses extraordinaires, et où elle a fait des choses extraordinaires au quotidien. C'est-à-dire qu'elle a vu cette personne. Puis elle l'a invitée chez elle, ils ont pris des repas ensemble, etc. Enfin, il y a eu de la relation. Vous savez, je crois que, au fond, qui que nous soyons aussi sur un plan spirituel, on a tous besoin, il y a toujours en nous, il y a en moi un moi préfabriqué. Et finalement, la vie, on n'est pas là pour fabriquer des choses. On est là pour créer. Et pas créer seulement des choses, mais créer du vivant, c'est-à-dire créer de la relation. Et ces jeunes, en fait, c'est 100 jeunes, 100 étudiants, un peu plus de 100 d'ailleurs maintenant, cette année, là, la rentrée en septembre, en fait, dans cette université, ils ont créé une grande école qui est une grande école de fraternité, d'humanité. Et alors, ils m'ont écrit quelque chose qui est absolument merveilleux. Ils m'ont dit, voilà, on a bien compris notre rôle. Et qu'en fait, ce que nous avons à vivre, c'est précisément d'être à l'écoute de ces personnes. Et que nos maîtres, pour reprendre leur propre expression, eh bien, ce sont ces personnes qui sont en situation de fragilité. Et tant qu'on restera finalement à leur écoute, alors, cette école d'humanité sera une école qui répondra aux attentes des personnes. Vous comprenez, quand on a 20 ans et qu'on écrit des choses comme ça, bien je me dis qu'il y a quelques raisons précisément d'être dans l'espérance, quoi. C'est absolument, absolument extraordinaire. Et tout ce travail, bien sûr, c'est qu'à travers la relation, eh bien, on s'éveille
à la fragilité de l'autre, mais la fragilité de l'autre vous fait aussi découvrir sa propre fragilité. Moi, j'ai eu la chance, je dis très simplement, pendant 15 ans, presque 15 ans, d'être aumônier du centre anticancéreux à Léon-Bérard, et que finalement, croyant ou pas croyant, tous me disaient très souvent, mais finalement, devant des situations de fragilité, heureusement que les cancers aujourd'hui, on en guérit beaucoup, et bien plus qu'au moment où j'étais encore, parce qu'il y a eu des progrès tout à fait considérables. Mais bon, quand on entend qu'on a un cancer, il y a aussi ce moment de fragilité. Et alors, il y a une prise de conscience de dire, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai pratiquement tout le temps entendu cela, en disant, oh, mais finalement, je suis un peu passé à côté de la vie. Mais j'ai peut-être passé à côté de quoi? Ah ben, je suis passé à côté, en fait, je me suis beaucoup intéressé à moi. Vous voyez? Et en fait, ce qui donne sens à la vie, au fond, c'est deux mots. C'est aimer et aider. Et quand on s'inscrit au cœur de cette réalité, alors la vie, elle prend sens. Quand l'autre qui est en situation de fragilité, finalement, on lui fait découvrir ses talents. Et toute la question, précisément, de l'accompagnement, c'est pas non plus de surplomber, surtout pas de surplomber les gens, c'est pas de leur en imposer parce qu'on serait un peu plus qu'eux, c'est en fait de réveiller les talents. Et dans ce réveil des talents, parce que toute personne a un talent, ou alors s'il n'y a pas ce talent, eh bien moi je ne peux pas croire, je veux dire qu'en fait au niveau de ma foi, enfin, le livre de l'humanité, la Bible, commence par ces pages. Dieu a créé l'homme à son image. L'image peut être brouillée, certes, ma propre image, elle peut sûrement être brouillée, elle est brouillée, mais ce que je crois quand même, c'est qu'il y a dans chacun une trace de quelque chose d'infini. Alors après, on met les mots qu'on veut derrière, de quelque chose de divin ou pas, peu importe, ou de grande humanité, mais que ce qui est de l'ordre de l'humain, du plus humain, eh bien finalement, nous entraîne les uns et les autres à des perspectives pour susciter de nouveaux possibles. Ouais, je terminerai par ce propos en me rappelant simplement peut-être ce mot du philosophe Paul Ricoeur qui nous dit que l'objet de la responsabilité, de notre responsabilité, c'est le fragile, parce que le fragile est confié à notre garde, il est confié à notre soin. Et lorsqu'en fait on prend soin de cette société, prendre soin un peu de l'autre, simplement sans faire des grands mots, eh bien peut-être qu'on risque de se dire, oh, par rapport en fait aux critères d'une société de la puissance, eh bien je peux apparaître comme étant celui qui est un peu perdu, mais par contre on est sûr de ne point se perdre, n'est-ce pas précisément finalement ce qui fait le sens de la vie.